En plus des algues, en milieu aquatique, donc les algues sont des eucaryotes, en plus des algues, en milieu aquatique, nous avons des prokaryotes. Alors prokaryotes, on lui met une minuscule, hein, puisque désormais, dans les prokaryotes, on va devoir les diviser en deux. Les eubactéries que vous connaissez bien, en particulier vous connaissez bien le bactérie hétérotrophe Escherichia coli. Et puis les archébactéries, on abrévie parfois juste en arché, que nous verrons dans le cours phylogénie. Les cyanobactéries sont des autotrophes faisant partie des eubactéries, donc des bactéries véritables. Mot à mot, eubactéries. Donc ce qui va vous montrer qu'à l'intérieur des eubactéries, il y a au moins deux modes trophiques, un mode trophique hétérotrophe et un mode trophique autotrophe. On les a appelées cyanobactéries parce que c'est vrai qu'elles ont une couleur vert-bleu assez caractéristique. Alors bien évidemment, puisque c'est une bactérie, nous n'attendons aucun compartiment interne, donc évidemment nous n'attendons pas de chloroplaste. Ah, elles ont quand même un compartiment interne. Elles ont des thylakoïdes. Donc à partir d'aujourd'hui, vous ne devrez plus dire que les bactéries sont caractérisées par l'absence de tout compartiment interne, ou alors vous rajoutez tout de suite derrière, à l'exception des cyanobactéries. Tant qu'on y est dans la nomenclature, vous pouvez mettre une majuscule à cyanobactéries, c'est un groupe phylogénétique. Donc les cyanobactéries, elles ont des thylakoïdes. Les thylakoïdes, puisque c'est un compartiment chez les plantes, c'est un compartiment aussi chez les cyanobactéries. Donc les cyanobactéries n'ont qu'un compartiment que sont les thylakoïdes, alors que les algues et les embryophytes ont deux compartiments, puisque la double ou quadruple enveloppe des chloroplastes fait que le chloroplaste en soi est un compartiment, mais qu'il y a encore un deuxième compartiment dans le compartiment qui est le thylakoïde. Et donc si vous avez des sujets sur la compartimentation, il faut montrer que cette double compartimentation a un rôle chez les algues et les embryophytes. Alors comment est-ce qu'on va voir chez une cyanobactérie qu'il y a des thylakoïdes? Comme d'habitude, donc on voit une membrane. Alors je me suis un peu décalée, voilà, vous avez une membrane et puis un espace clair. Et l'espace clair, comme d'habitude, c'est le centre du thylakoïde. Mais ici, vous voyez qu'il y a des petits points noirs, tout un tas de petits points noirs qui semblent posés sur les thylakoïdes. Et bien ça, ce sont les photosystèmes. Les photosystèmes bactériens sont beaucoup plus faciles à visualiser que chez une plante. Là, on les voit concrètement sous forme de petits points noirs posés tout autour d'un thylakoïde. C'est pas très facile avec le stylet, mais je vais entourer un thylakoïde ici. Vous avez un thylakoïde avec tous les points noirs que sont les différents photosystèmes. Donc ici, vous voyez que toute la périphérie de la cyanobactérie est occupée par les thylakoïdes. Et puis, on voit aussi des amas denses, opaques aux électrons, qu'on appelle des carboxysomes. Alors ces carboxysomes, ils auront exactement le même rôle que les pyrénoïdes, qu'on a découvert chez les algues, mais dont nous n'avons pas encore éclairci la fonction. Ce sera exactement le même type de fonction, c'est-à-dire ce sont des éléments qui vont permettre la photosynthèse en milieu aquatique, alors qu'il y a très peu de CO2 dissous en milieu aquatique. Ces carboxysomes, vous voyez qu'ils sont moyennement opaques aux électrons, donc ça veut dire qu'il y a des protéines, mais qu'il y a autre chose. Nous montrerons qu'il y a aussi des polymères de réserve, notamment des polymères de type amidon. Par contre, ici, vous avez quelque chose de très opaque aux électrons, parce que les cyanobactéries ont des polymères de réserve dans lesquels il y a beaucoup d'acides aminés, en particulier des acides aminés qui possèdent des chaînes latérales aminées, et c'est ce qui permet à ces cyanobactéries de faire des réserves d'azote. Donc elles ne font pas seulement des réserves de carbone au sein des carboxysomes, elles font aussi des réserves d'azote au sein de ces polymères de réserve d'azote. Donc il y a les deux qui sont présents systématiquement.
Mais ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est la présence de thylakoïdes. Alors en plus d'être autotrophes pour le carbone, les cyanobactéries sont aussi autotrophes pour l'azote. Et on verra que les cyanobactéries qui vivent dans le plancton marin sont particulièrement importantes pour le cycle de l'azote en haute mer. Mais les cyanobactéries, vous en trouvez aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau de mer. Alors sur ce schéma, ici vous avez vraiment la cellule standard photosynthétique de la cyanobactérie, celle que nous avons présentée précédemment. Mais ici, on vous montre avec une flèche que de temps en temps, il y a une cellule qui a l'air d'être transparente et qui semble différente des autres cellules. Et c'est pour ça qu'on les a appelées des hétérocystes, puisque ce sont des cellules qui sont différentes des autres. Donc le long d'un filament, ici ce sont les filaments de la bactérie Nostoc qu'on étudie en TP, il y a de temps en temps des hétérocystes. Et puis ce qu'on voit sur cette préparation, c'est tout l'amas gélatineux qu'il y a autour des cyanobactéries, qui les collent entre elles, qui font que c'est relativement épais, qu'on a du mal à couper. C'est pour ça ça se continue dans le flou, c'est parce que ça descend et qu'il y a une certaine épaisseur. On voit sur la photo qui est en bas ce qu'est concrètement un hétérocyste. Donc c'est une cellule qui est quand même verte. Donc elle a quelques thylakoïdes avec quelques pigments, mais vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup moins que ce qu'on a à côté dans les cellules photosynthétiques, qui sont granuleuses à cause des molécules de réserve, mais aussi à cause des thylakoïdes qui sont présents dans ces structures fortement photosynthétiques. Sur le schéma en haut, vous avez l'hétérocyste que je suis en train d'encadrer en rectangle, et puis à droite et à gauche, les cellules chlorophylliennes. Donc dans cet hétérocyste, il y a très peu de thylakoïdes, et ces thylakoïdes sont incomplets. Ces thylakoïdes ne possèdent pas tous les photosystèmes. Donc dans une cellule photosynthétique classique, on a des thylakoïdes avec l'équipement photosynthétique que vous connaissez chez les angiospermes. Et on montrera dans le cours évolution que ceci n'est pas du tout un hasard, que les angiospermes ont hérité tout leur système photosynthétique à partir d'une cyanobactérie. Donc c'est normal qu'on retrouve exactement les mêmes systèmes. Donc elles ont un photosystème 1, mais elles ont surtout le photosystème 2 qui récupère les électrons à partir de l'eau et qui produit de l'oxygène. Ces cellules photosynthétiques sont responsables de l'autotrophie vis-à-vis du carbone, puisqu'elles font la photosynthèse, elles fixent du carbone et elles produisent de la matière organique. Quel est le rôle des hétérocystes? Les hétérocystes sont responsables de l'autotrophie vis-à-vis de l'azote, parce que ces hétérocystes possèdent une enzyme typiquement bactérienne qui n'existe que chez les bactéries, qui est la nitrogénase. Nous avons déjà croisé cette enzyme, la nitrogénase, chez la bactérie Rhizobium, qui fait des nodosités avec les fabacées. Donc c'est exactement le même principe que chez Rhizobium, c'est le diazote. Donc le diazote de l'air, qui se dissout soit directement dans les polysaccharides de la paroi des cyanobactéries, soit dans l'eau environnante, et puis ensuite qui diffuse. Et en utilisant de l'ATP, la nitrogénase forme des acides aminés et peut former aussi, à partir de ces acides aminés, il peut y avoir des polymères de réserve, comme nous l'avons évoqué précédemment, qui vont permettre de stocker l'azote sous forme d'acides aminés. Mais nous avons exactement le même problème que chez la fabacée. C'est-à-dire que la nitrogénase est extrêmement sensible à l'oxygène. Dès que la pression partielle en oxygène est un tout petit peu élevée, la nitrogénase ne fonctionne pas. On avait vu que dans les nodosités, le système était un système de complexation, en gros un système tampon, avec la leg-hémoglobine, l'hémoglobine des légumineuses c'est le vieux nom des fabacées, la leg-hémoglobine qui faisait un complexe avec l'oxygène et qui ne libérait que l'oxygène, que quand la pression partielle en oxygène avait diminué, puisque ce complexe s'équilibrait avec la forme d'oxygène libre et de leg-hémoglobine non associée à l'oxygène.
Donc c'était un système de formation de complexes, en gros un système tampon qui permettait de limiter la pression partielle locale en oxygène. Il n'y a rien de tout ça chez la cyanobactérie. Chez la cyanobactérie, ça ressemble un petit peu au système en C4, c'est-à-dire que c'est une séparation en deux cellules différentes, donc les cellules chlorophylliennes d'une part, les hétérocystes d'autre part. On retrouve uniquement le photosystème 1, donc une circulation des électrons cycliques avec un recyclage des électrons, ce qui fait qu'il n'y a pas de production d'oxygène dans l'hétérocyste, puisqu'on est sur un fonctionnement cyclique des électrons. Néanmoins, il peut y avoir production d'ATP, ATP qui est consommée par la nitrogénase et qui permet qu'elle fonctionne, puisqu'il n'y a pas d'oxygène produit à proximité immédiate de la nitrogénase. Bien sûr, il ne peut pas y avoir une autotrophie complète sans source d'électrons, évidemment, mais les électrons ne sont prélevés sur l'eau par oxydation que dans les cellules adjacentes, que dans les cellules chlorophylliennes. Et les transporteurs d'électrons, donc les transporteurs habituels, NADPHH+, amènent les électrons à la nitrogénase, donc sous cette forme de transporteur d'électrons, et donc il n'y a pas de production d'oxygène à proximité de la nitrogénase. Donc on a ici deux cellules spécialisées, donc je vous invite à réviser vos idées préconçues sur les bactéries. Ici nous avons une bactérie pluricellulaire, parce qu'il y a vraiment des communications entre cellules, c'est pas juste qu'elles se collent par leurs parois, c'est une structure pluricellulaire bactérienne, avec deux types cellulaires et des spécialisations cellulaires et des échanges intercellulaires. Donc vous ne voyez que vous ne pouvez pas limiter la spécialisation cellulaire aux eucaryotes, les cyanobactéries ont la spécialisation cellulaire. Vous ne pouvez pas non plus limiter les échanges intercellulaires, la complémentarité des types cellulaires aux eucaryotes. Ici aussi, nous avons complémentarité entre deux types cellulaires qui assurent l'autotrophie vis-à-vis de l'azote. Donc il ne faut pas être trop schématique, il ne faut pas seulement avoir Escherichia coli en tête quand on fait un sujet qui inclut les prokaryotes. N'oubliez pas d'inclure aussi dans votre réflexion les cyanobactéries parce que ça vous amène à présenter les choses différemment. On reparlera des cyanobactéries présentes dans le plancton, en particulier dans le plancton marin de haute mer dans le cycle du carbone, dans le cycle de l'azote, pardon, mais aussi dans le cycle du carbone, mais elles sont particulièrement importantes dans le cycle de l'azote parce qu'en haute mer, il n'y a plus d'algues, les algues n'étant pas capables de fixer le diazote et l'azote qui provient des continents n'arrivant pas jusqu'en haute mer, il n'y a plus d'algues qui peuvent se développer et le seul point d'entrée de l'azote dans les écosystèmes de haute mer, ce sont les cyanobactéries. Donc elles sont particulièrement leur autotrophie vis-à-vis de l'azote par leur hétérocyste est quelque chose de particulièrement important. Et leur autotrophie aussi, puisque c'est ce qui fera rentrer du carbone dans ces écosystèmes de haute mer. Et puis évidemment, nous en reparlerons dans le cours évolution, puisque ça fait partie des premiers organismes dont il y a des traces fossiles, et puis parce que justement il faudra expliquer pourquoi il y a exactement le même équipement photosynthétique pour toute la lignée verte, que ce soit depuis les cyanobactéries jusqu'aux embryophytes, en passant par les algues vertes. Comment se fait-il qu'il y ait exactement le même équipement photosynthétique pour tous ces organismes?